Bonjour à tous. Vous qui êtes dans la salle, peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent InfoRisque. On peut faire un sondage, si vous voulez, François. Ah bah, pourquoi pas. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? Alors, on va voir les résultats. Voilà, donc on a 75% qui connaissent InfoRisque. Ah bah, c'est un bon début. Merci à tous. Mais par contre, on aurait peut-être pu faire un autre sondage, c'est qui parmi les personnes présentes était présente pour la première fois dans le hub d'Immersive Factory. Une première pour vous, le campus. On va diffuser la réponse. Oui, 60%. D'accord. Donc il y a quand même 40% de personnes qui ne sont jamais venues sur le campus. Parfait. Donc officiellement, bonjour à tous. Ce que je vais faire, on va faire ce live, c'est-à-dire que c'est InfoRisque qui a décidé de lancer finalement un podcast maintenant. Et donc ce que l'on va faire, vous allez assister au live de l'enregistrement. Alors juste pour Julien, si besoin, on pourra toujours quand même couper un peu au montage pour ce qui sera diffusé. Et puis pour les personnes présentes, vous aurez le droit à toutes les coquilles, de ma part certainement, concernant ce que l'on va faire là. Alors, ce qu'on va faire, on va en mettre en route l'enregistrement du coup. InfoRisque. Le podcast. Eh bien voilà, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes aujourd'hui donc le 28 avril en ce jour de la journée mondiale de la sécurité, et pour ce premier podcast d'InfoRisque, j'ai le plaisir de recevoir Julien Alvarez. Bonjour Julien. Bonjour François. Bonjour public. Donc oui, bonjour à tous, et peut-être en un petit mot quand même sur notre invité, puisque Julien Alvarez est professeur associé à l'ISCPE de Lille et au laboratoire de Visu. Il est responsable R&D d'Immersive Factory et concepteur de Serious Game. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Julien, je pense qu'on est bien. Oui, on est bien. Alors, juste une précision, la R&D, il y a deux pôles. Il y a un R&D qui est en lien avec la réalité virtuelle et les technologies, qui est géré par Olivier Chabiron. Et moi, je suis en lien avec tout ce qui touche à la ludopédagogie et la gamification. D'accord. Alors, justement, puisque aujourd'hui, il y a le thème donc de notre podcast, et nous avons voulu mettre ce titre sur la ludopédagogie, un jeu ou une science. Eh bien, ça sera ma première question, Julien, parce que j'ai découvert il y a quelque temps ce terme de ludopédagogie, ça m'a interpellé, et voilà, en préparant cet entretien, vous m'avez convaincu quand même de la nécessité vraiment d'aborder le sujet. Donc, la ludopédagogie, un jeu ou une science? Alors, de manière très simple, la ludopédagogie, c'est une méthode pédagogique dans laquelle on convoque du jeu. Le jeu peut être convoqué de 4 manières différentes. Alors, on peut faire de la ludopédagogie avec, par, autour ou sur le jeu. Alors, quelle est la subtilité? Quand vous faites de la pédagogie par le jeu, ça veut dire tout simplement que vous utilisez le jeu un peu comme une carotte. C'était ce qu'on faisait du temps des produits ludo-éducatifs dans les années 80-90, où on proposait des activités assez sérieuses, utilitaires, et le jeu constituait en fait une récompense pour stimuler l'apprenant à atteindre les objectifs qui lui étaient proposés. Quand on dit qu'on apprend avec le jeu, comme nous le propose Yvan Aucher, l'idée, c'est de vraiment utiliser le jeu comme une médiation. Alors, pardon, mais qui est Yvan Aucher? Alors, Yvan Aucher est un enseignant-chercheur en histoire-géographie qui est le responsable d'un réseau qui s'appelle le réseau Ludus et qui partage auprès des enseignants francophones le moyen de faire usage de jeux et de ludopédagogie en classe.
D'accord. Et donc, c'est lui qui a fait cette distinction que je suis en train de vous dire entre par, avec, autour et sur. Donc, au niveau de avec le jeu, ça veut dire tout simplement que vous enseignez avec le jeu. Vous faites donc une médiation par le jeu. Le jeu vous sert vraiment comme base pour faire passer des apprentissages. Et c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de la ludopédagogie. Et après, quand il s'agit d'apprendre sur le jeu, c'est plus qu'on s'intéresse à qu'est-ce que c'est le jeu. Et autour du jeu, on s'intéresse plutôt aux acteurs qui fabriquent des jeux ou des jeux sérieux, donc les acteurs industriels ou des acteurs comme Immersive Factory, par exemple. D'accord, mais peut-être un petit historique quand même de cette ludopédagogie, parce que c'est quand même quelque chose de récent. Oui, tout à fait. Alors, j'avais pas tout à fait fini de répondre. C'est vrai, votre question, c'était est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est du jeu? Alors, ce qui est scientifique, c'est la manière dont on étudie tout ça. C'est-à-dire que les sciences s'emparent de la question du jeu selon leur discipline. Vous avez par exemple les sciences de tout ce qui touche à l'information et la communication qui vont étudier le jeu comme étant un document, comme étant un objet avec lequel donc on peut essayer d'opérer des médiations. Vous avez les sciences de l'éducation qui, eux, vont étudier le jeu pour voir comment on peut apprendre avec du jeu. Ça, c'est une autre approche. Vous avez d'autres disciplines, comme par exemple la santé, qui vont essayer d'étudier comment on peut faire en sorte d'aider des patients dans un parcours thérapeutique en employant du jeu. Et ensuite, vous avez tout ce qui est en lien avec les domaines de l'informatique ou des sciences cognitives qui s'intéressent également au jeu comme étant un stimuli ou comme étant quelque chose qui pourrait donc influencer le fonctionnement du cerveau ou peut-être permettre d'obtenir, pourquoi pas, des changements de comportement par rapport à certains aspects. Et donc, du coup, la science s'empare du jeu, mais le jeu en soi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir parce que c'est quelque chose qui est subjectif. C'est quelque chose dont on peut se dire, on a une idée concrète de ce que c'est, mais si on essaye de définir ce qu'est le jeu, ben vous verrez que c'est différent pour chacun d'entre nous. Vous avez peut-être une façon de définir le jeu, et si on interroge le public, vous verrez qu'ils auront tous leur approche du jeu. Donc c'est quelque chose qui nous est familier, tout en étant très difficile à définir parce que c'est subjectif. Donc, la science est là face à quelque chose, un objet qui est assez intéressant et qui rappelle un peu le temps, la question du temps. Le temps, c'est quelque chose que vous avez la perception de pouvoir bien vous représenter, mais si on vous demande de définir ce qu'est le temps, ben vous voyez que ça devient très vite difficile. Mais j'aurais tendance à dire à ce moment-là quels sont parce que effectivement là nous sommes en train de parler ludopédagogie et particulièrement dans le domaine de la gestion de la sécurité au travail. Et le fait de faire apparaître ce terme jeu, c'est quand même ça semble un peu paradoxal. Alors oui, tout à fait, puisque en fait on parle de jeu sérieux. Donc l'idée du jeu sérieux, c'est l'emploi du jeu dans des domaines, dans des marchés qui s'écartent de celui du seul divertissement. Donc on a parlé de la santé, on a parlé du domaine de l'éducation, là on parle de la sécurité. Donc effectivement, lorsqu'on s'adresse à des domaines ou des marchés qui s'écartent de celui du seul divertissement, on se recentre sur un emploi du vocable jeu sérieux. Et la ludopédagogie, c'est l'idée tout simplement de déployer une méthode pédagogique qui va donc convoquer du jeu, soit pour apprendre avec, par le jeu. Et donc l'idée, c'est que quand on veut aborder la thématique de la sécurité, on va effectivement proposer dans le cadre de formation concrète l'emploi, durant certaines séances ou séquences de la formation, du jeu pour permettre de contextualiser certaines choses ou pour s'entraîner
sur certains aspects. Par exemple, donc ici, si on est dans un environnement virtuel, ou dans un environnement qui, pour certains, va être utilisé via un visiocasque ou pour d'autres via un écran, c'est tout simplement pour vivre une expérience qui va être plus immersive et qui aura pour objet de vous aider à mémoriser sur le plus long terme cette expérience. Parce que on s'inscrit dans une expérience un peu différente de ce qu'on peut vivre au quotidien. Et le jeu, oui, pardon, et le jeu, je vous en prie. Et le jeu s'invite finalement dans toutes les technologies, dans toutes les modalités qu'on peut imaginer. Mais parce que effectivement, une chose que j'aimerais peut-être comprendre là-dessus, c'est que est-ce que vous pourriez me dire le type d'interaction que ça a sur notre cerveau, peut-être? Alors, de manière simple, le jeu, c'est une source qui procure du plaisir. Alors, le plaisir, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du fonctionnement du cerveau? C'est notamment la sécrétion de dopamine qui est liée au circuit de la récompense. C'est-à-dire que quand vous avez joué à un jeu, l'expression du plaisir, finalement, cette récompense, est notamment liée à une forme d'apprentissage. Et quel est l'apprentissage que vous faites lorsque vous êtes en train de jouer? Vous apprenez tout simplement comment vous jouez, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs qu'on vous a proposés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jeu, c'est déjà en soi quelque chose qui vous motive à apprendre. Et évidemment, on peut se dire, mais les objectifs d'un jeu sont finalement quelque part gratuits. C'est-à-dire que on joue pour se faire plaisir, donc la finalité, en soi, elle représente la recherche d'un bien-être. D'accord. Mais à ce moment-là, puisqu'on appelle ce jeu, ce bien-être en question, je pense aussi à un certain nombre de personnes qui peuvent avoir aussi des addictions aux jeux. Et là, je pense à des jeux vidéo, etc. Et du coup, ce que vous nous expliquez là apporte quand même, on voit poindre peut-être un certain niveau de risque aussi, non? Parce que ça veut dire que les jeux qui sont pratiqués sur ordinateur amènent une certaine, comment je dirais, apportent une certaine connaissance, ou est-ce il n'y a pas une sorte de risque de déformation par le jeu? Alors, donc là, effectivement, on a abordé le jeu comme étant quelque chose qu'on essaye d'instrumentaliser pour atteindre des objectifs utilitaires qui ont un but en soi qui soit assez noble, puisqu'il s'agit de former, d'enseigner, voire de soigner. Mais le jeu, vous parlez d'addiction, vous parlez de côté négatif. Je dirais qu'en fait, le jeu en lui-même, c'est quelque chose qui est neutre. C'est un peu comme si je prenais l'exemple d'une voiture. Avec une voiture, vous pouvez décider de faire des choses bonnes ou des choses mauvaises. Je donne un exemple tout bête. Si vous décidez d'utiliser une voiture pour sauver des vies, c'est-à-dire si vous en faites une ambulance, on voit bien que l'objet s'inscrit dans une approche bonne, c'est-à-dire bienveillante vis-à-vis d'autrui. Si maintenant vous décidez de prendre une voiture pour écraser d'autres individus, si vous en faites une arme, vous voyez que l'usage est complètement différent. Pour autant, dans les deux cas, on est face à une voiture. Donc, c'est la manière dont on instrumentalise l'objet qui va nous donner des objectifs bons ou négatifs. Et c'est la même chose pour le jeu. C'est-à-dire que le jeu, vous pouvez décider d'en faire un usage positif, c'est-à-dire que quand on s'inscrit dans le cadre d'une formation qui vise à sensibiliser sur des sujets en lien avec la sécurité, avec la santé, avec les droits du travail ou d'autres aspects, et qu'il s'agit de faire en sorte que les personnes qui suivent cette activité puissent s'élever et apprendre des choses, on est logiquement dans une approche positive. Maintenant, quand on peut faire aussi un emploi qui est négatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir, à travers le jeu, la possibilité d'orienter les messages, d'instrumentaliser le jeu pour faire des choses négatives. Il existe par exemple des jeux qui sont utilisés par des groupes qui font de la propagande, qui font passer des messages orientés, qui font passer certaines valeurs qui sont peut-être anti-républicaines. C'est tout à fait possible. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est que le jeu, c'est un élément, un objet
qu'on peut donc instrumentaliser sur un angle positif ou négatif. Et enfin, pour ce qui est de l'addiction, souvent, en fait, la manifestation d'une addiction qui est finalement assez peu développée dans le cadre du jeu, hein, c'est-à-dire vraiment la notion d'addiction va très très loin, hein, c'est-à-dire que vous avez des symptômes qui sont de l'ordre de la manifestation physique quand on parle d'addiction, c'est-à-dire que quand vous enlevez par exemple une drogue à un toxicomane, il va avoir une période de sevrage qui est extrêmement difficile, il va avoir de la fièvre, il va passer par des états qui sont physiquement très éprouvants. Je pense pas que, à part une grosse colère, ou peut-être un état un peu de tristesse, quelqu'un à qui on retire le jeu va se sentir dans ces états-là. Donc on parle peut-être de choses un peu différentes. Néanmoins, c'est vrai, on a des cas dramatiques où on voit des personnes qui s'adonnent dans le jeu, qui oublient tout sens des priorités, mais ça cache souvent un problème psychologique, un trouble, un mal-être, et qui s'exprime par un refuge qu'offre le jeu, au même titre qu'on pourrait le trouver dans le domaine du tabac, de l'alcoolisme ou des drogues, par exemple. Mais pour autant, on est quand même sur un registre, à mon avis, un peu différent. Eh bien, mais ça veut dire que finalement, ce que l'on apprend là, c'est que finalement le jeu n'est pas anodin. Enfin, c'est pas un élément neutre. C'est-à-dire qu'il y a une véritable interaction sur notre cerveau, notre manière de penser et d'appréhender un certain environnement. Alors, j'en ai parlé avec des biologistes et des neuroscientifiques qui m'ont dit de manière très simple, hein, le jeu, c'est pas quelque chose qu'on a inventé aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe probablement depuis la nuit des temps et qu'on retrouve chez d'autres animaux. Chez les grands singes, par exemple, on voit que le jeu c'est utilisé, ça fait partie de certaines cultures, puisqu'on parle aussi de culture chez les animaux, et on pense que si ça a perduré dans le temps, si l'évolution a conservé le jeu, c'est que ça a une utilité. Pour certains philosophes, comme par exemple Stéphane Chauvin, le jeu serait peut-être un moyen pour nous de expérimenter des choses sans prendre de risques, puisque la différence entre le jeu et le monde réel, c'est que dans le jeu, on fait semblant. Et ça ne prête pas à conséquence. C'est-à-dire, si vous perdez dans le jeu, c'est pas pour ça que ça va mettre en péril votre existence. Par contre, quand vous faites les choses pour de vrai, il peut y avoir des enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un risque inconsidéré, et si vous perdez, c'est éventuellement la mort qui vous attend au tournant. Alors que dans le cadre du jeu, normalement, vous êtes dans un cadre qui est sûr. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez braver les interdits dans le cadre du jeu. Donc à partir de là, ce que dit ce philosophe, c'est que finalement, le jeu, c'est peut-être quelque chose qui est nécessaire à l'être humain ou à certains animaux pour pouvoir simuler différentes choses, s'entraîner à différentes choses avant de se retrouver dans le cas réel, confronté à la réelle situation, et avec l'entraînement qu'ont pu fournir toutes ces simulations qu'on a pu opérer au préalable, on a peut-être un peu plus de chances de s'en sortir. Donc par exemple les lions, les lionceaux qui s'amusent à se battre, qui feignent de se battre, c'est en fait jouer et s'entraîner quelque part à simuler une bagarre. Et donc si on se retrouve en situation de devoir se battre pour de vrai, ben, grâce à ces entraînements, on a peut-être appris certains gestes qui nous permettront de nous en sortir dans le cas réel. D'accord. Et ce qui est favorisé par cette, par exemple, dans cette expérience immersive un peu puisqu'on est sur le hub d'Immersive Factory et un certain nombre de choses sont proposées justement, c'est cette immersion qui fait un peu cette relation entre le réel, le monde du réel et cette comment je pourrais l'énoncer,
ce qui va faire que l'on est plus sensible quand même à l'effet d'interaction avec ce qu'on est en train de faire. Alors voilà, c'est toute la philosophie du hub d'Immersive Factory, cet environnement virtuel dans lequel on vit. C'est aussi, effectivement, c'est pour être au plus près de ce lien entre le fait de simuler quelque chose et le fait de pouvoir le mettre en application dans le monde réel. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on peut faire dans des environnements virtuels comme celui dans lequel nous nous trouvons, dans le hub d'Immersive Factory, par exemple, c'est de pouvoir faire des apprentissages qui sont en lien avec le savoir-faire ou le savoir-être. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dans l'action, faire des apprentissages qui sont en lien avec des gestes métiers, des apprentissages qui sont en lien avec des gestes qui sont en lien avec la sécurité, par exemple. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour se promener, ne serait-ce que sur un chantier? Est-ce qu'on est équipé comme il faut? Est-ce qu'on marche dans les zones qui sont sécurisées? Tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre à travers donc ces environnements virtuels, pour ensuite peut-être se retrouver dans une situation où, hélas, on aura oublié quelque chose. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'essayer un jeu sérieux proposé par l'entreprise Immersive Factory, où on doit changer une ampoule via une nacelle. Donc, on se retrouve à une altitude assez élevée, à une vingtaine de mètres de hauteur, et j'avais oublié de couper le courant électrique, chose qui paraît tout bête, pour changer l'ampoule. Donc j'ai pris une décharge, mais non seulement j'ai pris une décharge, mais en plus je suis tombé du haut de la nacelle parce que j'avais oublié de m'harnacher. Donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a à peu près 1 an et demi, et ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Donc même si ça s'est passé dans un environnement virtuel, je sais qu'aujourd'hui, si je dois le faire pour de vrai, changer une ampoule, ne serait-ce que chez moi, par exemple, je penserais à couper le courant. Donc ça paraît évident, on le fait intuitivement. Mais par contre, si un jour je monte sur une nacelle, je penserai aussi à m'harnacher. Parce que là, c'est vrai que en plus de la décharge électrique pour laquelle j'aurais peut-être pu m'en sortir, là, la chute de 20 mètres de hauteur, elle a été fatale. Oui, ça semble évident. Bon, malheureusement, 15 minutes pour comprendre, puisque c'est la thématique quand même de ce podcast aujourd'hui. Il y avait quand même une chose que je résiste pas quand même à vous poser une dernière question. Vous avez parlé de savoir-être et le savoir-faire, la nuance entre les deux. Alors, le savoir-faire, il s'oriente vers plutôt, on va dire, des gestes, par exemple, des pratiques, des savoir-faire en termes de pratiques ou de gestes métiers. C'est-à-dire, si vous devez être, par exemple, dentiste, vous devez savoir extraire une dent. Donc, quand il s'agit de s'entraîner à extraire une dent, c'est quelque chose que vous pouvez faire à travers un simulateur ou à travers un jeu sérieux. Parce que on va vous dire, attention, là, vous avez oublié d'administrer, par exemple, tel ou tel produit pour anesthésier la dent. Pour commencer à extraire la dent, n'oubliez pas de faire tel ou tel geste. Et ça, si on l'approche uniquement d'un point de vue théorique, on fait des têtes bien pleines, mais on sollicite pas vraiment les aspects gestuels. C'est-à-dire comment on opère concrètement, comment on le fait, comment on extrait cette dent. Il y a aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, la mémoire des mains. Et ça, c'est donc tout le registre du savoir-faire. Ce qui concerne le savoir-être, c'est tout ce qui est l'intelligence pour communiquer avec les autres, pour comprendre les autres, pour, par exemple, être à même de mener un projet. Il faut être en capacité de rentrer en empathie avec les autres, de dialoguer avec les autres, de comprendre leurs ressentis, de comprendre que les autres ne vont pas forcément réagir ou réfléchir comme vous. Et donc tout ça, ça se travaille. Donc l'esprit d'équipe, l'empathie, la curiosité, ce sont des choses qu'on peut étudier dans le cadre du savoir-être. Et des jeux collaboratifs permettent de présenter des cas concrets dans lesquels on va se retrouver en situation de devoir mettre en application tous ces aspects qui sollicitent en fait des savoir-être.
Donc, Pardon, le jeu... pardon Julien, je vais Oui. être obligé de vous couper. Est-ce que vous Oui, pouvez oui. me redire la partie savoir-être, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème réseau? Mais j'ai eu une coupure de son brève, Ah, alors je vais être d'accord. obligé de vous redemander de nous réexpliquer le savoir-être. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est les joies de la Et pardon à technologie. tous, c'est les joies de la technique, mais voilà, pour enregistrer le podcast, c'est quand même mieux si j'ai un son qui est correct jusqu'au bout. Pardon. Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est en lien avec le savoir-être, donc c'est ce qui vous permet de travailler avec d'autres personnes, que ce soit en équipe, que ce soit avec des réseaux, que ce soit dans un groupe organisé, et d'avoir tous les codes pour comprendre comment comprendre les autres, ce qu'on appelle l'empathie, faire en sorte de pouvoir utiliser une communication appropriée, qui soit précise, le cas échéant, euh, que ce soit par exemple les aspects d'écoute, d'entente, que ce soit aussi la possibilité de comprendre qu'on a tous des modes de compréhension, d'interprétation qui diffèrent selon notre culture, notre passé, notre humeur du moment. Et donc tous ces éléments, on peut les mettre en situation dans le cadre de jeux, par exemple, coopératifs, dans lesquels on doit résoudre ensemble des énigmes et qui peuvent nous permettre de dire, bah voilà, en fonction de la situation face à laquelle on se trouve, qui se sent apte à pouvoir résoudre l'énigme, comment on peut aider, des personnes qui sont en situation de difficulté, comment on peut faire pour leur rendre service, et puis quand nous-mêmes on est en situation de difficulté, comment on peut faire pour l'exprimer. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire naturellement à travers le jeu, et on le voit très bien avec les jeux multijoueurs, où on voit les joueurs qui dialoguent très intuitivement, très facilement pour prendre le leadership à certains moments, pour le redonner à d'autres moments quand ils sont en situation de difficulté, pour appeler à l'aide ou pour venir à l'aide d'autres personnes qui sont en difficulté. Et ça, c'est des choses qu'on peut exploiter dans le cadre de formation en lien avec la sécurité. Comment on fait pour sécuriser un endroit dans lequel vient de se produire un accident ou un sinistre? Comment on fait pour aider la personne ou les personnes qui sont blessées? Comment on se répartit les tâches dans l'urgence? Quelles procédures on peut mettre en œuvre? Tout ça demande en fait du savoir-être. Parce que, par exemple, ne serait-ce que à s'adresser à une victime qui est en souffrance, il y a des mots qu'on va utiliser, on va faire preuve d'empathie dans ces moments-là, on va essayer de le rassurer, et puis comment on fait pour s'adresser aux autres personnes qui sont dans la situation de pouvoir aider, comment on leur donne des consignes, voilà, c'est tout ça qu'on peut travailler dans le savoir-être. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, merci. Oui. Ça a marché du point de vue technique, ce coup-ci. Alors, au niveau technique, tout est dans la boîte. Et donc, écoutez, en tout cas, il me reste à vous remercier. Malheureusement, on a pris un format qui est peut-être un peu court avec nos 15 minutes pour comprendre. Peut-être que ça deviendra les 30 minutes pour comprendre, parce que c'est effectivement passionnant. Donc, en tout cas, il me reste à vous remercier et puis poursuivre ce podcast. De toute manière, vous pourrez le retrouver sur les différentes plateformes, mais plus spécifiquement sur le site internet inforisque.fr. Voilà, pour retrouver tout ça. Et comme nous sommes quand même dans un monde virtuel, je vais y ajouter quand même quelque chose pour conclure quand même. Voilà, ça c'est pour vous remercier, Julien, quand même, de votre contribution. Merci François. Bon, écoutez, en tout cas, pour moi, l'enregistrement est très bien. Et peut-être qu'on peut peut-être laisser aux personnes qui ont bien voulu assister à ce premier live, peut-être si quelqu'un a une question, écoutez, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, je crois qu'il faut passer par le chat pour pouvoir poser des questions. Oui, il y a le petit chat et dans lequel on doit se retrouver dans Room, je pense, parce que c'est la pièce. Tout à fait. C'est dans Room. Donc, si vous avez des questions, vous avez le chat donc qui se trouve donc sur la gauche et puis voilà, n'hésitez pas.
On a des remerciements. Merci à tous. Merci d'être présents. Alors, voyons voir. Mais peut-être finir de répondre à une question que j'avais laissée un peu en suspens, si ça vous est utile. Vous m'aviez demandé un peu quelle était l'origine de la ludopédagogie. Je ne sais pas si on a vraiment répondu à cette question, mais c'était juste pour dire que c'est un terme assez récent qui date de 2014, en fait, la ludopédagogie, d'après certaines lectures que j'ai pu faire. C'est un vocable qui vient du monde de l'entreprise, paradoxalement, alors qu'on pourrait penser que ça vient du milieu de l'éducation. Et c'est plutôt le monde... alors moi, la première fois que j'ai entendu ce vocable, c'était dans une université organisée par le Crédit Agricole. Donc c'est dans le milieu des banques que j'ai entendu ce terme pour la première fois. Et on m'avait demandé d'intervenir sur le sujet du jeu sérieux qui s'inscrivait donc dans le cadre pour eux de la ludopédagogie. Et ce qui est assez amusant, c'est que péda nous renvoie normalement aux enfants. Et là, c'était plutôt pour de la formation d'adultes, de salariés en entreprise. Donc on parle plutôt d'andragogie quand on s'adresse à l'enseignement, enfin les méthodes pour former des adultes. Les adultes. Voilà, et donc bon, je pense que le terme ludo-andragogie était peut-être compliqué à mobiliser, donc ils ont préféré utiliser le terme ludopédagogie, mais en tout cas c'est un vocable qui est extrêmement récent, de même que le vocable gamification qui date des années 2010, et jeu sérieux qui lui est apparu au début des années 70 avec les écrits de Clark Abt, mais qu'on a redécouvert au début des années 2000 avec la mouvance du jeu vidéo qui a été instrumentalisé pour des applications utilitaires. Voilà, j'espère que ça complète davantage la question que vous aviez posée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis peut-être que il y a une question que j'avais pas posée, mais qui peut, enfin, j'espère que ça pourrait intéresser en tout cas notre public présent aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des mesures de réaliser, je dirais comment c'est évalué un peu est-ce qu'il y a une méthode d'évaluation finalement de cet apprentissage par la ludopédagogie? Alors justement, c'est l'un des objectifs que le département R&D justement dédié à la ludopédagogie au sein d'Immersive Factory essaye de répondre, et ce que j'essaye aussi de faire dans le cadre universitaire, c'est avec d'autres chercheurs, c'est de mettre en place justement les protocoles et les méthodes qui permettent d'évaluer. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce que il y a deux dimensions au minimum qui interviennent. Il y a d'abord le jeu en lui-même, ou le dispositif, si vous préférez, technique, qui représente par exemple un environnement virtuel, une simulation, un jeu sérieux. C'est l'élément avec lequel on joue, mais il y a aussi la dimension activité, c'est-à-dire les joueurs qui vont interagir et qui amènent avec eux leur façon d'interpréter les choses quand ils s'inscrivent dans l'activité, leur comportement, leur réaction. Et donc tout ça combiné nous amène à plein d'interrogations lorsqu'il s'agit d'évaluer comment ça s'est passé. Est-ce que les gens ont été en mesure de comprendre ce qu'on a essayé de faire passer à travers le dispositif? Quelles ont été leurs performances? Est-ce que c'est, quand il y a des performances qui sont plus faibles, est-ce que c'est lié seulement au dispositif, ou est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il y a eu peut-être une médiation qui n'était pas suffisante sur le plan humain? Vous voyez, on peut avoir la meilleure application du monde. Si la médiation humaine n'est pas efficiente, le produit ne peut pas remplir les fonctions qui lui ont été attribuées à la base. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on essaye de décortiquer, d'analyser pour proposer des modèles adaptés. Et ben, en tout cas, merci Julien, et puis merci à tous. Merci beaucoup. Merci François, à merci bientôt. Julien. Merci. Avec plaisir. Merci François.